Arrête tout ce que tu fais maintenant. Oui, toi-même. Ne scrolle plus. Parce que ce que tu ressens depuis quelques heures, ce poids étrange dans ta poitrine, cette fatigue sans raison, cette sensation que tout te résiste sans explication, n'est pas un hasard. Et si je te disais que ce que tu vis n'est pas une attaque, mais une révélation? Un dévoilement invisible, une vérité que ton esprit n'était pas prêt à voir. Élu, et si un lien ancien, une parole, une peur, ou même une alliance invisible héritée de ta lignée, était en train d'être exposée dans ta vie? Avant de continuer, écris un seul mot dans les commentaires. Liberté. Un mot, rien de plus. Parce que ce que tu vas entendre jusqu'à la fin ne te laissera pas inchangé. 1. Le recadrage. Tu crois que tu es en train d'échouer, mais ce mot « échouer » est déjà une interprétation, pas une réalité objective. Ce que tu vis actuellement n'est pas une preuve de ton incapacité, c'est une phase de recalibrage que tu n'as pas encore appris à lire correctement. Ton esprit prend les événements visibles et les transforme en verdict définitif sur ta valeur, sur ton avenir, sur ton identité. C'est là que se crée l'erreur. Tu crois que tes portes se ferment sans raison. Pourtant, si tu analyses avec plus de recul, une porte qui se ferme n'est pas toujours une exclusion. Parfois, c'est une protection différée. Parfois, c'est une redirection forcée. Et parfois, c'est simplement un timing qui ne correspond pas encore à ta structure interne. Une porte ne réagit pas à ton désir uniquement. Elle réagit aussi à ta préparation, à ta stabilité, à ta capacité à soutenir ce que tu demandes. Tu crois que tu es bloqué, oublié, isolé. Mais ce ressenti, aussi lourd soit-il, ne prouve pas une absence d'action divine ou logique autour de toi. Il prouve surtout que tu es dans une zone où les résultats ne sont pas encore visibles. Et l'erreur humaine classique, c'est de croire que ce qui n'est pas visible n'est pas en train de se construire. Mais écoute avec attention, parce que le point central ici change tout. Et si ce n'était pas une punition? Ce que tu appelles punition est souvent une absence de gratification immédiate. Ton cerveau associe retard et rejet, alors qu'en réalité, retard peut signifier restructuration. Tout système sérieux, qu'il soit biologique, psychologique ou organisationnel, passe par des phases où rien ne semble avancer à l'extérieur, mais où tout est en train d'être réorganisé à l'intérieur. Et si ce n'était pas un abandon? L'abandon implique une rupture totale de suivi, une absence d'intention. Mais ce que tu traverses est rempli de signaux subtils, de répétitions, de cycles, de patterns qui reviennent. L'abandon réel est silencieux et vide. Ce que tu vis est structuré, répétitif, parfois même logique dans ses blocages. Cela signifie qu'il y a encore un processus actif, même si tu ne le contrôles pas. Et si ce que tu appelles blocage était en réalité une formation de haute sécurité interne et externe? Imagine un système où certaines choses ne peuvent pas entrer dans ta vie tant que tu n'as pas la capacité de les gérer sans destruction. Pas parce que tu es faible, mais parce que certaines expériences mal intégrées produisent des conséquences disproportionnées. Dans ce cadre, le blocage n'est pas une punition, c'est un filtre. Ce filtre ne fonctionne pas selon tes émotions. Il fonctionne selon ta structure actuelle. Il évalue inconsciemment plusieurs éléments. Ta stabilité émotionnelle, ta capacité de répétition, ta résistance au stress, ta manière de gérer la perte, et surtout ta capacité à maintenir une direction même quand les résultats tardent. Tu n'es pas face à un mur aléatoire. Tu es face à une série de mécanismes invisibles qui testent ton niveau d'intégration. Et maintenant, on doit aller plus profond, parce que ce niveau de compréhension est insuffisant pour casser les cycles. Il existe des héritages que tu ne comprends pas encore. Quand on parle d'héritage ici, on ne parle pas uniquement de génétique ou de famille visible. On parle de structures comportementales transmises, de réactions apprises, de peurs installées par répétition dans ton environnement d'origine. Des modèles que tu n'as jamais consciemment choisis, mais que tu reproduis automatiquement sous stress. Par exemple, la peur de l'échec n'est pas toujours une peur directe de l'échec. C'est parfois une peur de la honte associée à l'échec, ou une peur de perdre la reconnaissance, ou une peur de confirmer une croyance ancienne sur toi-même. Ces héritages ne se manifestent pas comme des souvenirs clairs. Ils se manifestent comme des réactions immédiates, des décisions rapides, des blocages internes avant même l'action. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent qu'ils doivent simplement se motiver pour avancer. Mais la motivation n'est pas le problème. Le problème est structurel. Il existe des schémas invisibles, des boucles comportementales qui se déclenchent automatiquement dans certaines situations. Tu peux vouloir avancer,
Mais si ton schéma interne associe avance et danger, tu vas inconsciemment ralentir, procrastiner ou créer des obstacles secondaires. Il existe aussi des cycles répétitifs. Ce sont des situations qui semblent changer en surface, mais qui reproduisent le même résultat final. Par exemple, nouvelles opportunités, mêmes échecs. Nouvelles relations, même schéma. Nouvelles idées, même blocage à l'exécution. Ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est une répétition non identifiée. Et puis, il y a les peurs que tu n'as pas choisies. Personne ne choisit ses premières peurs. Elles s'installent à travers l'expérience, l'environnement, les réactions des autres. Et avec le temps, elles deviennent automatiques. Tu ne les sens même plus comme des peurs. Tu les sens comme des réalités. Je ne suis pas capable. Ce n'est pas pour moi. Ça ne va pas marcher. Ces phrases ne sont pas des vérités. Ce sont des réflexes internes. Mais le point le plus important, celui que tu dois vraiment comprendre, est celui-ci. Et parfois, ces chaînes ne commencent pas avec toi. C'est ici que ton interprétation de ta vie doit changer complètement. Parce que tant que tu crois que tout commence avec toi, tu portes une responsabilité émotionnelle disproportionnée. Tu t'accuses pour des dynamiques que tu n'as pas initiées. Certaines limitations viennent de contexte, d'histoire, de transmission, d'environnement. Tu es peut-être la personne qui les observe pour la première fois avec suffisamment de conscience pour les arrêter. Pas pour te condamner, mais pour être brisés à travers toi. Ça change totalement la logique de ton expérience actuelle. Ce que tu vis n'est pas forcément une preuve que tu es bloqué. C'est peut-être une position stratégique dans une chaîne de transformation plus longue que ton point de vue actuel. Briser un schéma ne ressemble pas à une victoire immédiate. Ça ressemble souvent à de la stagnation au début, parce que le système résiste, parce que ce qui était automatique perd sa fluidité, parce que l'ancien fonctionnement se défend. Et dans cette phase, tu peux croire que tout se ferme. Mais en réalité, ce qui se ferme, ce sont les anciennes routes. Le problème, c'est que ton cerveau ne voit pas encore les nouvelles routes. Alors il interprète l'absence de mouvement comme une fin. Mais ce n'est pas une fin, c'est une reconfiguration. Et cette reconfiguration demande une chose que peu de gens comprennent, la capacité de rester stable sans preuve immédiate. Pas de résultats visibles immédiats, pas de validation externe immédiate, pas de confirmation immédiate. Juste une transition interne silencieuse. Et c'est précisément dans cette zone que la majorité abandonne, parce qu'elle confond silence et absence. Mais le système ne fonctionne pas selon ton impatience. Il fonctionne selon une logique de préparation interne. 2. L'illusion du pacte. On va clarifier quelque chose tout de suite pour éviter les mauvaises interprétations. Quand on parle de pacte, on ne parle pas de quelque chose de magique, littéral ou extérieur qui contrôle ta vie comme une force indépendante. On parle d'un ensemble de conditionnements internes et collectifs, transmis par l'environnement, répétés dans le temps, et intégrés comme des règles de survie. Ce que tu vis n'est pas une histoire mystique externe. C'est un système interne construit à partir d'expériences répétées, d'observations, de réponses émotionnelles apprises et de stratégies de protection devenues automatiques. Il arrive que des familles, des environnements ou même des contextes sociaux entiers développent des logiques de survie très stables. Ces logiques ne sont pas conscientes. Elles ne sont pas formulées comme des décisions officielles. Elles s'installent progressivement, par imitation, par peur, par répétition, par adaptation. Et avec le temps, ces logiques deviennent des règles invisibles. On ne prend pas de risque dans cette famille n'est pas toujours une phrase réellement prononcée. C'est souvent un comportement collectif observé, éviter les opportunités incertaines, privilégier la stabilité même si elle est limitée, fuir les situations où l'échec est possible. On reste petit pour être en sécurité est une stratégie psychologique. Elle se développe dans des environnements où l'exposition, la visibilité ou la réussite ont été associées à des conséquences négatives. Critiques, jalousie, pression, responsabilités excessives. On ne brille pas trop pour ne pas attirer le danger, est une adaptation sociale. Elle vient de contextes où l'expression personnelle ou la réussite a entraîné des tensions, des conflits, ou une perte de sécurité émotionnelle. On survit, mais on ne rêve pas, est une structure mentale qui se construit quand l'énergie est entièrement mobilisée pour gérer le quotidien, sans espace psychologique pour la projection ou l'ambition. Ces phrases, encore une fois, ne sont pas forcément dites à voix haute, mais elles sont traduites en comportement, en réaction, en limites implicites. Et un enfant qui grandit dans ce système ne reçoit pas seulement des mots, il reçoit une logique de vie. Et cette logique devient un cadre interne. Avec le temps,
ce cadre devient invisible parce qu'il est normalisé. Tu ne le vois plus comme une construction. Tu le vois comme la réalité. C'est là que le problème commence. Parce que ce cadre interne continue d'agir même quand tu changes d'environnement, même quand tu as de nouvelles opportunités, même quand tu veux avancer. Tu peux vouloir grandir, mais si ton système interne associe croissance et danger, il va créer de la résistance automatique. Cette résistance ne ressemble pas toujours à un refus clair. Elle ressemble souvent à de la fatigue, de la confusion, de la procrastination, des retards, des blocages imprévus ou une perte de motivation soudaine. Et tu interprètes ça comme un manque de discipline. Mais ce n'est pas un manque de discipline. C'est une contradiction interne. Une partie de toi veut avancer. Une autre partie de toi essaie de maintenir un équilibre de sécurité appris depuis longtemps. Et ces deux forces entrent en conflit. C'est pour ça que tu ressens une résistance aussi forte quand tu essaies de progresser. Ce n'est pas une opposition extérieure organisée contre toi. Ce n'est pas une série d'événements isolés qui s'acharnent. C'est un système interne qui ne reconnaît pas encore la nouvelle direction comme sûre. Ton cerveau ne cherche pas ton succès. Il cherche ta sécurité perçue. Et si la sécurité était historiquement associée à la limitation, alors toute expansion va déclencher une alerte interne, même si rationnellement tu sais que c'est une bonne chose. C'est là que le mot « pacte » devient symbolique. Ce n'est pas un accord réel avec une force extérieure. C'est un ensemble d'accords internes, stabilisés par répétition, transmis par environnement et maintenus par automatisme. Et tant que ces accords restent actifs, ils influencent tes décisions sans que tu t'en rendes compte. Mais il y a un point essentiel ici. Tu n'es pas simplement quelqu'un qui subit ce système. Tu es aussi quelqu'un qui le rend visible. Parce que tous les membres d'un système ne le remettent pas en question. La majorité s'adapte et répète. Mais il arrive, rarement, qu'un individu commence à ressentir la friction. Pas seulement un inconfort, mais une incohérence. Tu veux avancer, mais quelque chose en toi ralentit. Tu veux changer, mais quelque chose répète. Tu veux sortir d'un schéma, mais quelque chose le recrée. Cette friction est importante, parce qu'elle indique que le système automatique n'est plus totalement accepté. C'est là que la tension apparaît. Et cette tension n'est pas une erreur. C'est un indicateur de transition. Tu peux interpréter cette résistance comme un échec personnel, ou tu peux la lire comme un signe de désalignement entre ton ancien cadre interne et ta nouvelle direction. Dans le premier cas, tu te bloques. Dans le second, tu commences à observer, et l'observation change tout. Parce que ce que tu observes, tu ne le subis plus totalement. Et maintenant, il faut être très précis sur ce point. Quand on dit « tu es celui ou celle qui est né pour casser cet accord », ce n'est pas une désignation mystique. C'est une description fonctionnelle. Cela signifie simplement que tu arrives à un moment où les anciens schémas ne fonctionnent plus de manière fluide dans ta vie. Tu n'es pas en train d'être choisi dans un sens surnaturel. Tu es en train de rencontrer les limites d'un système ancien qui ne correspond plus à ton niveau actuel de conscience, d'ambition ou d'expérience. Et cette rencontre crée un conflit. Ce conflit est souvent interprété comme une attaque extérieure ou comme une malchance persistante. Mais en réalité, c'est un processus de désalignement interne progressif. Plus tu avances dans une direction différente de ton ancien cadre, plus ce cadre résiste. Pas parce qu'il est conscient, mais parce qu'il est automatique. Et les systèmes automatiques ne se désactivent pas par intention seule. Ils se transforment par répétitions différentes, nouvelles expériences, nouvelles réponses et nouvelles preuves internes. C'est pour ça que le changement réel est lent au début. Parce que tu ne changes pas seulement une décision. Tu changes une logique interne. Et cette logique interne a été construite sur des années. Donc naturellement, elle ne disparaît pas en quelques jours. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre que la résistance que tu ressens n'est pas une preuve que tu dois arrêter. C'est souvent une preuve que tu es en train de toucher une limite structurelle. Et toute limite structurelle donne une information simple. Quelque chose est en train de changer en profondeur, pas seulement en surface. 3. L'analogie profonde. On doit être précis ici, parce que ce type d'analogie peut facilement être mal interprété si on le prend comme une comparaison littérale avec ta situation personnelle. Il ne s'agit pas de dire que chaque difficulté a une signification cosmique directe. Il s'agit de comprendre un principe universel de transformation. Tout changement structurel profond passe par une phase d'instabilité. Regarde les matériaux. Quand un métal est travaillé pour devenir une lame solide, il ne devient pas utile immédiatement. Il passe par des phases où il est chauffé, refroidi, martelé, ajusté. Chaque étape retire quelque chose d'instable,
d'excédentaire ou de fragile. Ce processus n'est pas agréable pour le matériau, mais il est nécessaire pour obtenir une structure cohérente et résistante. Ce que tu appelles difficulté dans ta vie peut parfois fonctionner de la même manière sur le plan psychologique et comportemental. Ce n'est pas une force extérieure qui te détruit, mais une série de pressions internes et externes qui révèlent des incohérences dans ta structure actuelle. Avant qu'un diamant soit reconnu comme tel, il ne devient pas précieux dans un environnement confortable. Il se forme sous des conditions extrêmes, sur une longue période, à partir de pressions constantes et de transformations internes. Ce n'est pas la pression en elle-même qui donne la valeur, mais la capacité du matériau à maintenir une structure malgré cette pression. Dans le langage humain, cela correspond à une capacité, la capacité de rester fonctionnel, cohérent et orienté malgré l'incertitude, la tension ou le manque de résultats immédiats. Le problème, c'est que beaucoup de gens interprètent la pression comme un signal d'arrêt, alors qu'elle est souvent un signal de transformation en cours. Regarde le phénomène du phénix. Dans les récits symboliques anciens, l'idée centrale n'est pas la destruction pour la destruction. C'est la transformation complète d'une structure ancienne pour permettre l'émergence d'une nouvelle configuration. Ce n'est pas un processus partiel. C'est une rupture totale avec l'ancien état. Dans les systèmes humains réels, ce type de transformation n'est jamais confortable. Parce que le cerveau humain, le comportement humain et les habitudes humaines sont construits pour la stabilité, pas pour la rupture. Donc, quand un changement profond commence, le système interne réagit comme si quelque chose n'allait pas. Il résiste, il ralentit, il crée de la confusion. Il tente de revenir à l'ancien équilibre, même si cet ancien équilibre n'est plus adapté. C'est ici que les histoires anciennes deviennent intéressantes comme analogie psychologique. Moïse a été isolé avant la révélation. Dans une lecture symbolique, cela représente une période de séparation des anciens systèmes, des anciens repères, des anciennes sécurités. L'isolement n'est pas une punition. C'est une suppression des distractions pour permettre une restructuration interne. Joseph a été trahi avant le rôle de leadership. Dans une lecture symbolique, cela représente la rupture des illusions de contrôle social, des attentes humaines et des systèmes de reconnaissance immédiate. La trahison devient un déclencheur de repositionnement complet, pas une fin de trajectoire. Jésus a été rejeté avant l'accomplissement de sa mission. Symboliquement, cela représente le rejet des structures sociales existantes par une nouvelle direction qui n'est pas encore comprise par l'environnement. Le rejet n'est pas toujours un indicateur d'erreur, mais parfois un indicateur de décalage entre un système ancien et une nouvelle logique. Mais il faut rester rigoureux ici. Ces récits ne sont pas des modèles directs de ta vie personnelle. Ce sont des structures narratives utilisées pour exprimer une idée universelle. Les transformations importantes passent souvent par des phases d'incompréhension, de tension et de désalignement. Ce qui est important dans ton cas, ce n'est pas de te comparer à ces histoires, mais de comprendre le mécanisme qu'elles illustrent. Et ce mécanisme est simple. Quand une structure ancienne ne correspond plus à une direction nouvelle, il y a une phase de friction. Cette friction peut ressembler à des retards, des blocages, des pertes de motivation, des changements imprévus, des périodes de silence ou d'inactivité, des répétitions de situations similaires. Mais ces manifestations ne sont pas des preuves d'arrêt. Elles sont souvent des indicateurs d'ajustement. Le problème principal, c'est l'interprétation immédiate que tu fais de ces phases. Le cerveau humain n'aime pas l'incertitude prolongée. Il cherche des conclusions rapides. Il transforme une période de transition en verdict. Ça ne marche pas. Je suis bloqué. Je dois arrêter. Mais dans les systèmes complexes, les transitions sont rarement linéaires. Une transformation réelle ne suit pas une ligne droite. Elle ressemble plus à une phase de désorganisation temporaire suivie d'une réorganisation progressive. Et pendant la phase de désorganisation, tout semble incohérent de l'intérieur. C'est précisément ce que tu ressens. Mais ce ressenti n'est pas une preuve de stagnation définitive. C'est une preuve que ton système interne est en train de perdre ses anciens automatismes, sans avoir encore stabilisé les nouveaux. C'est une zone intermédiaire. Et cette zone intermédiaire est toujours inconfortable, parce qu'elle n'a pas encore de forme stable. C'est là que beaucoup de gens abandonnent, non pas parce qu'ils ne peuvent pas continuer, mais parce qu'ils interprètent mal la phase dans laquelle ils se trouvent. Ils pensent que la confusion est un signe d'erreur, alors qu'elle est souvent un signe de recalibrage. Ils pensent que la lenteur est un signe d'échec,
alors qu'elle peut être un signe de restructuration. Ils pensent que la résistance est un signe d'arrêt, alors qu'elle peut être un signe de transition. Et c'est ici que l'analogie prend son sens réel, pas comme une histoire mystique, mais comme une description de processus. Les systèmes solides ne naissent pas dans la continuité stable. Ils naissent dans des phases de transformation contrôlée, où l'ancien modèle perd progressivement sa dominance pour laisser place à un nouveau. Et toi, dans cette logique, tu n'es pas en train d'être testé dans un sens extérieur. Tu es en train de traverser un processus interne, où certaines anciennes réponses ne fonctionnent plus comme avant, et où de nouvelles réponses ne sont pas encore entièrement stabilisées. C'est cette transition qui crée la sensation de pression. Mais la pression n'est pas toujours un signe de destruction. Parfois, c'est un signe de construction en cours. 4. L'obstacle caché. On doit clarifier un point important dès le départ pour garder une lecture saine de ce qui suit. Ce type d'analyse ne doit pas être utilisé pour te culpabiliser ou te faire croire que tout ce qui t'arrive est uniquement dans ta tête. Ce serait une simplification dangereuse. Il existe des facteurs externes réels, des circonstances concrètes, des environnements qui influencent fortement une trajectoire. Mais en parallèle, il existe aussi une dimension interne, souvent moins visible, qui influence directement la manière dont tu réagis à ces circonstances. Et c'est cette dimension qu'on appelle ici, de manière symbolique, l'obstacle caché. Ce n'est pas un blocage unique. Ce n'est pas une entité. Ce n'est pas quelque chose de mystique. C'est un ensemble de mécanismes psychologiques, identitaires et émotionnels qui fonctionnent en arrière-plan. Et parmi ces mécanismes, il y en a un qui est souvent ignoré, la résistance au changement de soi-même. Tu n'as pas seulement peur d'échouer. Ça, c'est relativement facile à comprendre, parce que l'échec est associé à des conséquences visibles. Jugement, perte, retard, humiliation possible, frustration. Mais il y a un niveau plus subtil. Tu peux aussi avoir peur de réussir. Pas parce que la réussite est négative en soi, mais parce que la réussite implique une transformation identitaire. Et c'est là que le système interne devient plus complexe. Réussir signifie souvent quitter une ancienne version de toi-même. Et cette ancienne version n'est pas seulement un mauvais état ou une étape inférieure. C'est aussi une version qui a servi à survivre, à t'adapter, à te protéger dans un contexte donné. Donc ton identité actuelle n'est pas juste un hasard. C'est une construction fonctionnelle. Elle a appris à répondre à certaines situations, éviter les risques, limiter l'exposition, attendre des garanties, rechercher la sécurité avant l'action, réduire la visibilité, anticiper le rejet. Ces comportements ne sont pas apparus sans raison. Ils ont probablement été utiles à un moment donné. Le problème, c'est que ce qui a été utile dans un ancien contexte peut devenir limitant dans un nouveau contexte. Et ton système interne ne fait pas toujours la distinction entre ancien environnement et nouveau environnement. Il continue d'appliquer les mêmes règles. C'est là que le conflit commence. Parce que réussir dans la logique de ton développement actuel implique souvent prendre plus de place, être plus visible, assumer plus de responsabilités, accepter plus d'incertitudes, sortir des zones de contrôle anciennement définies, agir sans garantie totale. Et pour un système interne habitué à la sécurité par réduction, cela peut être interprété comme un danger. Donc une partie de toi avance, et une autre partie freine. Pas de manière consciente, pas de manière logique, mais de manière automatique. Et ce conflit interne crée ce que tu ressens comme une résistance invisible. Tu peux vouloir progresser consciemment, mais ressentir un ralentissement dans l'exécution. Tu peux avoir des idées claires, mais une difficulté à les matérialiser. Tu peux avoir de la motivation à certains moments, puis une perte soudaine d'élan sans raison apparente. Ce n'est pas forcément un manque de discipline. Ce n'est pas forcément un manque de capacité. C'est parfois une incohérence entre deux systèmes internes. Un système qui veut évoluer, un système qui veut maintenir la stabilité connue, et ces deux systèmes ne se mettent pas toujours d'accord rapidement. C'est ici qu'intervient la notion de loyautés invisibles. Dans de nombreux environnements humains, les individus apprennent implicitement certaines règles de comportement. Ne pas dépasser certains niveaux de réussite, ne pas sortir trop du cadre du groupe, ne pas créer de déséquilibre visible, ne pas attirer l'attention excessive, rester dans une zone compréhensible pour l'entourage. Encore une fois, ce ne sont pas forcément des règles dites explicitement. Ce sont des comportements observés, intégrés, répétés, et avec le temps, ces règles deviennent internes. Donc même lorsque tu changes d'environnement, une partie de toi peut continuer à fonctionner selon ces anciennes règles.
Et si tu commences à dépasser ces limites internes, il peut y avoir une forme de tension psychologique. Pas une tension dramatique visible, mais une tension subtile. Hésitation, ralentissement, suranalyse, autosabotage léger, retour à des habitudes anciennes. C'est souvent là que les gens interprètent mal leur propre processus. Ils pensent « je n'y arrive pas donc je ne suis pas fait pour ça », alors qu'en réalité, ils sont en train de rencontrer une limite interne de transition, pas une limite de capacité. Maintenant, sur le point spécifique de la réussite. La réussite n'est pas seulement un résultat externe, c'est aussi un changement de rôle interne. Rester dans l'ancien rôle peut sembler plus sûr pour une partie de ton système. Rôle connu, réaction connue, attente connue, identité stable. Sortir de ce rôle signifie entrer dans l'inconnu identitaire. Et l'inconnu, pour le cerveau humain, est souvent traité comme une incertitude à gérer, pas comme une opportunité neutre. Donc il peut y avoir une forme de résistance automatique à cette expansion. Et cette résistance n'est pas toujours logique. Elle est souvent émotionnelle et automatique. C'est pour ça que tu peux parfois ressentir un décalage entre ce que tu veux consciemment et ce que tu fais réellement dans les moments critiques. Mais il faut être clair sur un point important pour éviter une mauvaise interprétation de ce concept. Ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une identité fixe. C'est un mécanisme temporaire tant qu'il n'est pas rendu visible et ajusté. Le simple fait de comprendre ce mécanisme change déjà son impact, parce qu'il passe d'inconscient à partiellement conscient. Et ce passage est essentiel, parce que ce qui est inconscient contrôle. Mais ce qui devient conscient peut être observé, ajusté et progressivement recalibré. Donc l'obstacle caché n'est pas une barrière fixe. C'est une dynamique interne. Et toute dynamique peut évoluer avec le temps, l'expérience et la répétition de nouveaux comportements cohérents. 5. Le déclencheur invisible. On doit corriger une idée importante dès le départ pour éviter une mauvaise lecture de ce qui suit. Le terme fatigue spirituelle n'est pas une réalité mesurable ou un état unique universel. Ce que les gens décrivent ainsi correspond souvent à un mélange de fatigue psychologique, surcharge mentale, perte de repères, et transition personnelle prolongée. Mais si on traduit ce vécu dans un langage plus structurel, on peut effectivement parler de transition d'identité. Une transition d'identité, ce n'est pas un événement spectaculaire. Ce n'est pas un basculement instantané où tu deviens quelqu'un d'autre du jour au lendemain. C'est un processus progressif où les anciennes façons de penser, de réagir et de te définir commencent à perdre leur efficacité, sans que les nouvelles soient encore totalement stabilisées. C'est là que la confusion apparaît. Tu n'es pas vide. Ce que tu ressens comme vide est souvent une diminution temporaire de l'ancien système de repères internes. Les habitudes mentales qui te donnaient une sensation de structure ne produisent plus les mêmes effets. Donc ton cerveau interprète ça comme une perte de substance, alors qu'en réalité, c'est une phase de recalibrage. Tu n'es pas abandonné, mais ton système de soutien interne habituel est en train de changer de configuration. Les anciennes réponses automatiques fonctionnent moins. Les anciennes certitudes répondent moins vite. Les anciens schémas de décision sont moins fluides. Et cela crée une sensation de désalignement. Tu es en train d'être redéfini, mais cette redéfinition n'est pas encore visible dans une forme stable. C'est pour ça que cette phase est difficile à comprendre en temps réel. Parce que le cerveau humain fonctionne principalement sur la continuité. Il préfère une identité cohérente, même limitée, à une identité en transition, même potentiellement plus large. Quand cette cohérence se fissure, tu entres dans une zone particulière, une zone où l'ancien toi n'est plus totalement actif, mais où le nouveau toi n'est pas encore entièrement opérationnel. Ce n'est pas une absence d'identité, c'est une identité en restructuration. Et dans cette phase, plusieurs phénomènes apparaissent souvent. Perte temporaire de motivation stable, impression de décalage avec soi-même, difficulté à se projeter clairement, sensation de ralentissement, observation accrue de soi-même, questionnement fréquent sur la direction, ces éléments ne sont pas forcément des signes de régression. Ils peuvent être des indicateurs de transition interne. Mais ce qui rend cette phase particulièrement difficile, c'est qu'elle n'a pas encore de résultats visibles clairs. Le cerveau humain a besoin de feedback. Quand il ne reçoit pas de confirmation immédiate, il tente de combler le vide avec des interprétations rapides. Et ces interprétations sont souvent négatives parce que le système de survie privilégie le scénario de prudence. C'est ainsi que la transition devient émotionnellement lourde. Maintenant,
Quand on parle de vieilles influences qui perdent leur autorité, il ne s'agit pas de forces externes littérales. Il s'agit de schémas internes qui avaient une influence forte sur tes décisions et qui commencent à perdre leur automaticité. Par exemple, des réactions de peur qui ne se déclenchent plus aussi facilement, des comportements d'évitement qui deviennent moins automatiques, des croyances limitantes qui commencent à être questionnées, des habitudes de retrait qui ne donnent plus la même sécurité émotionnelle. Quand ces mécanismes perdent de leur force, il y a une phase de désorganisation. Parce que ces anciens schémas, même s'ils étaient limitants, donnaient une structure. Et quand une structure s'affaiblit, même une structure restrictive, il y a une période où tu ne sais pas encore comment fonctionner sans elle. C'est cette période que tu ressens comme inconfortable. Ce n'est pas la liberté en elle-même qui est inconfortable. C'est la transition entre une structure connue et une structure en construction. La liberté réelle n'est pas instantanément confortable. Elle devient confortable avec la familiarité, la répétition et la stabilisation. Au début, elle ressemble à de l'instabilité, parce qu'elle retire des automatismes sans encore en installer de nouveaux. C'est pour cela que ce moment peut être vécu comme une forme de bruit interne. Mais ce bruit n'est pas un signe de chaos total. C'est un signe de réorganisation. Ce qui est en train de se produire, dans un langage plus neutre, c'est ceci. Tes anciens schémas de pensée perdent progressivement leur dominance automatique, et ton système interne commence à tester de nouvelles manières de fonctionner. Ce test n'est pas encore stable, donc tu ressens des fluctuations. Parfois tu avances clairement, parfois tu bloques sans raison apparente. Parfois tu comprends tout, parfois tu doutes de tout. Ce n'est pas une incohérence finale. C'est une phase de recalibration. Et c'est précisément pour cela que cette période est souvent mal interprétée. Parce que de l'extérieur, rien ne semble terminé. Et de l'intérieur, rien ne semble encore installé. Mais entre ces deux états, il y a une zone de transformation active. Et cette zone est rarement calme. Elle est instable par nature. Non pas parce que quelque chose va mal, mais parce que quelque chose est en train de se réorganiser. Donc, quand on parle de moments où les anciennes influences perdent leur autorité, il s'agit simplement d'un processus où les anciens automatismes deviennent moins dominants dans la prise de décision interne. Ils ne disparaissent pas immédiatement. Ils perdent progressivement leur contrôle automatique, et c'est là que tu commences à ressentir un espace intérieur nouveau. Un espace où tu peux observer tes réactions plutôt que de simplement les subir. Un espace où les anciens réflexes ne sont plus absolus. Et cet espace est la base du changement réel. Mais au début, cet espace n'est pas encore structuré, donc il peut ressembler à du vide, alors qu'en réalité, c'est une zone de reconstruction en cours. Élu, ce que tu traverses n'est pas la fin de ton chemin. C'est le moment où les anciennes influences perdent leur autorité sur toi. Les anciens schémas, les anciennes peurs, les anciennes limites. Tout ce qui te retenait sous une version réduite de toi-même commence à se fissurer. Et c'est pour cela que c'est inconfortable. Parce que la liberté fait toujours du bruit avant de s'installer. Voici la sentence que tu dois entendre aujourd'hui. Tu ne portes plus les chaînes que tu crois porter. Ce que tu pensais être une malédiction était une transition. Ce que tu pensais être un retard était une protection. Et ce que tu appelles blocage était une préparation invisible à ton expansion. À partir d'aujourd'hui, tu ne recules plus. Tu ne négocies plus avec la peur. Tu ne retournes plus à une version de toi qui survit au lieu de vivre. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, écris maintenant dans les commentaires le même mot qu'au début. Liberté, pas pour les autres, pour toi. Pour marquer ce moment où tu as commencé à sortir de l'ancien cycle. Parce que ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas la fin. C'est le début d'un éveil que tu ne pourras plus arrêter.